Bonjour. Je dois présenter la classe préparatoire aux grandes écoles du lycée Hemingway de Nîmes. C'est une jeune préparation qui a été ouverte à partir de 2016, qui a déjà porté ses fruits puisque certains étudiants ont brillamment réussi l'entrée à l'école normale supérieure. Et je vais un peu rentrer dans les détails en expliquant comment cela fonctionne. C'est une classe préparatoire qui ne doit pas se confondre avec les classes préparatoires privées que l'on trouve dans les offres de formation actuelles. C'est l'équivalent des classes de mathématiques supérieures qu'on appelle maths sup, maths spé, ou de lettres sup, lettres spé, c'est-à-dire hippocagne et cagne. Et c'est une formation de l'enseignement public qui a une particularité, c'est qu'elle est orientée vers une pluralité de formations, puisque les étudiants qui se destinent à faire cette classe préparatoire aux grandes écoles peuvent choisir plusieurs filières. Donc, je vais vous faire une présentation générale de cette formation, vous expliquer un petit peu comment elle se situe par rapport aux autres formations d'art appliqué et d'art en général en France. Je passerai ensuite la parole à mon collègue Jean-Luc Amalric, qui est plus spécialisé en philosophie, mais également dans le domaine du design, où il intervient. Et puis, pendant la conférence, vous pouvez poser vos questions via le chat. Un de nos autres collègues, Monsieur Mitrecé, Franck Mitrecé, vous répondra en direct par ce canal. Et le chat se termine à la fin de la conférence. Alors, d'abord, la première chose, c'est que je vais vous faire un partage d'écran. Donc, la première chose que je peux vous conseiller, et qui est tout à fait essentielle, c'est de vous reporter systématiquement au site national Design Métiers d'Art, où vous trouverez toutes les informations utiles pour l'ensemble des filières, ainsi que les passerelles qui sont possibles, puisque l'enseignement supérieur aujourd'hui n'est plus du tout fondé, comme c'était le cas dans le temps, sur une filière que l'on prenait pendant plusieurs années. Il y a des passerelles qui sont possibles, et cela est rendu notamment possible grâce à ce qu'on appelle les European Credit Transfer, c'est-à-dire que les ECTS, qui, une fois que vous avez atteint vos crédits suffisants, vous pouvez opter pour une autre filière de même niveau. Donc cette logique de passerelle est très importante. Alors vous trouverez dans je passe la diapo suivante. Vous trouverez dans le site donc Design et Métiers d'Art, vous trouverez un tableau qui est assez détaillé, qui vous montre un petit peu comment fonctionne l'ensemble de nos filières. Alors avant de parler des filières directement d'art appliqué, que je connais bien puisque nous enseignons dans ces filières qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, vous remarquerez qu'il y a également plusieurs filières qui sont proposées. Donc vous avez l'Institut national du patrimoine à votre droite, qui a un cursus, vous voyez, qui est fondé sur le principe du LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Même chose pour les écoles d'architecture et de paysage. Et puis ensuite, vous avez trois écoles qui font également des formations artistiques qui sont de plus en plus intéressées par le design. Ce sont d'abord les écoles qui étaient antérieurement les beaux-arts, qui sont devenues les écoles d'art et de design. Donc ces écoles d'art et de design mènent à un DNSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique, et ce diplôme va ensuite vers l'équivalent d'une thèse en 3 ans, le DSRA.
Vous avez ensuite donc le diplôme de l'école des arts décoratifs, l'ENSAD, ainsi que l'école nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI, qui sont donc des écoles qui appartiennent au ministère de la Culture. Donc ces cursus, vous voyez, sont relativement cohérents, c'est-à-dire qu'on a une première année, deuxième année, troisième année sanctionnant un diplôme, et puis ensuite 2 années sanctionnant un niveau équivalent master, ce qu'on appelle le niveau 1. En ce qui concerne les écoles d'art appliqué, il y a eu des réformes qui datent maintenant de 3 ans, puisque nous arrivons à la première mouture du diplôme national des métiers d'art et du design, le DNMAD. Donc ce DNMAD, qui se fait en 3 ans, remplace nos anciens BTS et diplômes des métiers d'art, même s'il en reste encore certains, comme on peut le voir sur le tableau, il y a encore un reliquat de DNMAD. Et l'avantage de ce nouveau diplôme, c'est qu'il est l'équivalent d'une licence. Donc là, un étudiant qui a fait un L1, L2, L3 dans le cadre du DNMAD peut rejoindre directement un cursus de licence à l'université, peut aussi, à travers l'Europe, trouver une école qui valide sa première, sa deuxième ou sa troisième année. Donc, ce nouveau diplôme aura sa première promotion en juin prochain. Et il conduit naturellement au diplôme supérieur des arts appliqués, le DSA, qui pour le moment n'est pas encore master, mais il va y avoir des réformes qui vont être entreprises pour le mettre à ce niveau-là. Pour le moment, il est de niveau 1. C'est-à-dire qu'il n'est pas équivalent master, mais il est reconnu comme diplôme de niveau 1 et il est à bac plus 3 et bac plus 4. C'est un diplôme qui a pas forcément donc une reconnaissance par rapport aux autres masters, mais qui a une reconnaissance professionnelle absolument indéniable. C'est une formation d'élite et beaucoup de créateurs sortent de ces sections. Alors vous voyez ensuite donc la formation, là je vais passer à gauche du tableau, vous voyez la formation avec la licence et le master. Donc c'est un petit peu l'épine dorsale de l'enseignement supérieur, donc ce fameux LMD. Et les formations à l'université en art appliqué se développent de plus en plus, se développent avec un aspect très professionnel, ce qui est important, mais sans oublier la recherche. Alors, notre classe préparatoire aux grandes écoles se situe, vous voyez, on voit marqué CPGE, Art et Design. Donc, cette formation se fait en 2 ans. Et son principe, c'est de préparer à l'entrée de l'école normale supérieure Paris-Saclay. Vous voyez le cursus qui est placé, donc c'est la deuxième colonne à gauche. Donc l'école normale supérieure, c'est une école qui a une double vocation. Elle a pour vocation de former des professeurs, des enseignants-chercheurs de l'université, des chercheurs qui ont également les concours de l'agrégation ou du CAPET et qui enseignent dans les filières du supérieur. C'est une école également qui va vers la recherche dans le domaine du design. Et actuellement, les départements de recherche en design se développent de plus en plus. Comme le design est une matière liée à la création, évidemment, la dimension recherche est tout à fait essentielle. Donc cette école normale supérieure, pour pouvoir devenir élève de l'école normale supérieure, il faut faire un concours, et ce concours est préparé justement dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors ces classes préparatoires aux grandes écoles, bien sûr, ne peuvent pas... il y a cinq préparations comme ça en France. Vous avez l'école du Perret à Paris, le lycée Alain Colas à Nevers, vous avez également à Lyon la Martinière, les Terreaux, il
je ne sais plus, le lycée à Toulouse, excusez-moi, et la CPGE de Art et Design de lycée Hemingway de Nîmes. Donc, ces 5 formations préparent à l'entrée de l'ENS, mais l'ENS n'offre tous les ans que 7 places. Donc, nous prenons des effectifs d'une vingtaine d'étudiants. C'est pareil pour nos camarades dans les 5 autres CPGE. Donc, vous imaginez bien que nous ne disons pas à nos étudiants qu'ils rentrent immédiatement à l'école normale. Donc, nous avons généralement 1 ou 2 lauréats par an, et c'est déjà une grande victoire. Donc, le cursus qui est offert permet aux étudiants d'être au niveau de ce concours, ce qui veut dire qu'il y a un fort niveau de préparation en art appliqué dans les matières fondamentales que sont la couleur, le dessin, le volume, mais également un niveau très important en ce qui concerne l'art de la dissertation, la réflexion, l'écriture. Donc le niveau est très élevé. Le niveau d'exigence est très élevé, et un étudiant qui a fait la préparation à la CPGE mais qui ne va pas aller à l'ENS peut s'orienter vers une licence, vers un DN Math 3, et il peut également choisir d'autres types d'écoles, c'est-à-dire rejoindre une école de beaux-arts, une école des arts décoratifs, une école d'architecture, tout est ouvert. Et nos étudiants, généralement, vont vers toutes ces formations. Alors, le problème, c'est qu'un étudiant qui a fait 2 ans, quand il veut aller dans telle école, il ne va pas être forcément recruté à niveau 3, parce que l'ENSI, l'ENSAD ou les écoles d'art et de design vont décider à quel niveau se situe son travail, et non pas son niveau scolaire. Donc nous préparons les étudiants à élaborer un portfolio, et ce portfolio leur permet de rentrer à tel ou tel niveau. Alors, l'originalité de la CPGE Art et Design de Nîmes, du lycée Hemingway, c'est qu'elle ne travaille pas simplement dans le cadre du lycée. C'est une formation qui est co-dirigée par 3 institutions qui se trouvent à Nîmes, donc le lycée Hemingway, l'université de Nîmes, l'UNIM, et l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes, donc l'ESBAN. Ces 3 écoles sont partie prenante de la formation des étudiants. Ces 3 formations viennent donc donner un cadre assez original. Donc les étudiants, pour à peu près 10% de la formation, sont formés par les beaux-arts à travers des travaux artistiques qui sont encadrés par des artistes et des professeurs des beaux-arts sous la forme d'ateliers spécifiques qu'on appelle des workshops. Les enseignements universitaires sont donnés par des professionnels. Alors, contrairement à une image un petit peu stéréotypée qu'on se fait de l'université qui ne serait que théorique, la responsable de la CPGE pour l'université est une enseignante-chercheur de l'UNIM, qui est Marine Royer, mais tout en étant enseignante-chercheur, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse à l'EHESS, possède également une formation et une qualité de designer, et après avoir fait l'école Boulle et l'ENSI, elle a également une pratique. Donc elle intervient, par exemple, dans le cadre de workshops de design, et l'ensemble des intervenants de l'UNIM sont des professionnels. Donc des designers connus comme Renaud Soupio, comme Samir Rio, des gens comme Clémentine Chambon, qui sont des designers reconnus et qui viennent encadrer, à l'occasion d'ateliers particuliers, le travail des étudiants. Nous avons également d'autres partenariats avec des professionnels, que ce soit des professionnels dans le domaine du privé, pour ce qui est de travaux sur l'événementiel, sur l'architecture,
Je pense notamment à Nicolas Tourette, qui est un designer spécialiste de l'architecture et de l'événementiel qui intervient régulièrement chez nous. Mais nous avons aussi des liens avec des partenaires institutionnels. Par exemple, là, nous préparons des travaux avec la maison de Balzac à Paris, ce qui fait que nous essayons de donner un cadre élargi aux étudiants. Donc ces professionnels qui interviennent donnent un cadre supplémentaire à nos formations. Et ce qu'il faut bien comprendre dans nos formations, c'est l'aspect très encadré. Les trois pôles de formation que nous avons, le pôle culture, le pôle création et le pôle transversalité, qui correspondent à un volume horaire très important, nous permettent de renforcer au sein du lycée donc l'histoire de l'art, la philosophie, les langues vivantes, les pratiques artistiques et les démarches de recherche en design. Alors, ça veut dire qu'un étudiant qui rentre en classe préparatoire aux grandes écoles art et design de Nîmes va avoir un emploi du temps extrêmement chargé, du lundi au vendredi, avec des cours qui seront en partie à l'ESBAN, une partie à l'UNIM et une grande partie à Hemingway, même si beaucoup de nos collègues de l'UNIM et de l'ESBAN se déplacent pour faire leur workshop ou leur cours au lycée lui-même. Alors le lycée va aussi changer. Nous sommes actuellement dans des locaux qui datent des années 50, qui vont être rénovés, et le développement de nos formations en art appliqué a donné lieu à une extension du bâtiment qui est en cours de construction sur le boulevard Jean Jaurès de Nîmes. Donc vous voyez ici le projet de cette mini-école d'art qui sera réalisée à la fin du printemps, et donc nous inaugurerons ces bâtiments l'année prochaine. Le dernier niveau étant réservé à la CPGE Art et Design, et les autres étages sont également remplis par nos différentes sections d'art appliqué, ainsi que l'administration. Donc cette petite école d'art et de design qui va se trouver donc à Nîmes a pour vocation donc un développement de ces métiers. Donc je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Jean-Luc Amalric, qui va nous parler justement de la partie design et de la partie philosophie et sciences humaines. Je vais juste encore dire un mot sur deux choses. Le fait que nous avons au sein de la CPGE, à la fin de la première année, un stage de 3 semaines qui est organisé, ce qui permet d'ancrer dès la première année l'étudiant dans une logique de professionnelle. Donc, alors bien sûr, avec les circonstances récentes, ça ne s'est pas fait cette année, mais c'était exceptionnel. Nous espérons bien que les étudiants vont trouver des stages et que toutes les choses vont reprendre normalement. Et donc voilà, nous essayons de donner un maximum d'ouverture culturelle aux étudiants par ce croisement entre design, art et culture, et ça nous semble important de le dire. Alors je vous renvoie également au compte Instagram que nous avons. Donc je m'excuserai, j'ai pas vu que c'est CPGE Art Design Nîmes donc a été tronqué dans l'adresse. Donc si vous faites Instagram CPGE Nîmes, vous tombez dessus, qui permet de voir un petit peu les travaux qui sont entrepris et donc d'avoir une meilleure vision de tout cela. Voilà, je vais laisser la parole à mon camarade Jean-Luc. Bien, je remercie mon collègue d'histoire de l'art pour cette présentation détaillée de la classe préparatoire. Alors pour essayer de compléter un peu cette présentation, j'aimerais commencer par préciser un peu ce qui n'est
peut-être pas finalement évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par cette notion de design? Puisque finalement, pour la plupart des gens, euh, la notion de design est identifiée finalement à la production d'objets industriels, ce que nous appelons, nous, en termes un peu plus techniques, le design d'objets ou le design produit, qu'il s'agisse de meubles, qu'il s'agisse d'une cafetière, d'un véhicule automobile, qu'il s'agisse d'un téléphone portable. Le design est mis en avant aujourd'hui essentiellement à travers le discours publicitaire et donc il est reçu comme étant essentiellement une production d'objets industriels qui ont une certaine esthétique et lorsqu'on en voit la mention C-Design accompagnée telle ou telle promotion publicitaire, ce qui est mis en avant, c'est le haut degré de développement technologique, la modernité et en même temps un élément esthétique qui est associé à l'objet industriel. Alors, pour préciser ce qui est devenu aujourd'hui le design, il faut justement se rendre compte que cette définition très restrictive ne correspond plus du tout à ce que sont devenues les pratiques du design et ne correspond pas non plus à l'influence croissante que cette discipline de projet qu'est le design a dans l'organisation, la configuration finalement de nos sociétés actuelles. Pour comprendre un petit peu cette évolution, il faut rappeler que c'est amorcé dans les années 60, 70, un changement de sens de cette notion de design, en même temps que, et c'est une conséquence, un peu une extension des domaines d'application du design. Pour le dire rapidement, ce qui s'est dans les années 60-70, c'est une critique du lien de la notion de design à la société de consommation et une prise de conscience de la responsabilité du designer dans la surconsommation ou dans la multiplication d'objets de consommation inutiles. Et c'est initié déjà à cette période une prise de conscience écologique sur la responsabilité sociale et écologique des designers. Cette critique a fait émerger du coup une réflexion générale qui a conduit non seulement à prendre conscience que le design était une discipline de projet qui était loin de se limiter au domaine de la production des objets, mais qu'en plus, compte tenu de la puissance croissante des techniques dans lesquelles il est censé intervenir, il a un impact sur la société beaucoup plus important que ce que l'on imaginait. Alors pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'a été cette extension progressive, je vous donne quelques domaines qui permettent de voir un peu cette variété des domaines dans lesquels intervient le design. Alors, mis à part le design d'objets dont j'ai parlé, qui est le plus évident, il existe bien sûr un design graphique. Il consiste dans l'élaboration de supports de communication variés. Il intervient aussi bien dans la presse, dans l'édition, dans la publicité, dans les logos des marques. Il existe également ce qu'on appelle un design sonore, qui travaille donc sur les sons et sur les motifs sonores qui permettent d'identifier par exemple une marque, une entreprise. Lorsque vous entendez le logo sonore de la SNCF, vous savez que vous êtes directement, donc vous identifiez de quelle entreprise il s'agit. Et puis il y a un design qui a pris une expansion considérable durant les 20 dernières années, c'est ce qu'on appelle le design numérique. Lorsque vous consultez un site sur Internet, eh bien, ce sont des designers qui ont conçu l'interface, qui ont conçu un certain rapport en ce qui concerne l'accès à l'information, mais aussi un certain rapport pour l'utilisateur à cette information. Tout cela, ce sont des décisions et des créations, des innovations qui relèvent d'un travail de designer et qui est donc omniprésent, si vous voulez, dans notre rapport aux écrans aujourd'hui, que cela passe par le téléphone portable ou que le smartphone ou que cela passe par nos ordinateurs. Mais à côté même de ces disciplines, je ne ferai pas une liste complète de tous les champs d'application actuels du design, mais une discipline très importante, c'est celle du design social. Le design a pris conscience qu'il pouvait avoir un champ d'application très élargi
et qu'il pouvait donc prendre en compte la question du bien-être social, la question de l'habitation du monde. Et le design social donc s'occupe d'élaborer des projets de société qui vont inclure donc des dimensions qui sont liées à l'urbanisme, d'autres à l'architecture, mais aussi qui vont s'appliquer à des domaines aussi variés que la santé, l'action publique, l'éducation, la culture. Et le design, il faut le savoir, c'est toujours accompagné d'un pôle utopique qui est très présent aussi aujourd'hui dans le design social, avec cette idée que puisque le design configure technologiquement notre rapport à l'espace et au monde dans lequel nous vivons, c'est un véritable projet de transformation sociale dont il peut être porteur. Voilà, si vous voulez, pour vous donner une idée de la variété des domaines auquel s'applique le design et le travail du designer, et pour vous montrer que ces pratiques sont omniprésentes et influentes dans nos sociétés actuelles. Donc ça, c'était un petit peu le premier point définitionnel que je voulais préciser. Pour introduire un petit peu maintenant plus concrètement au travail que nous faisons en matière de design dans la classe préparatoire, ce qui caractérise la classe préparatoire de Nîmes, mon collègue a bien insisté là-dessus, par rapport aux autres classes préparatoires arts et design, je vous rappelle qu'il y en a 5 en France, c'est une formation qui est particulière et qui n'a pas du tout le même nombre de classes préparatoires que si vous êtes en classe préparatoire littéraire, scientifique ou économique. Notre spécificité à Nîmes, c'est d'organiser beaucoup d'ateliers ou de workshops de pratiques créatives, 4 voire 5 parfois certaines années, 5 par an, que nous organisons en collaboration avec des plasticiens, avec des designers professionnels, avec l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes. Et cette variété des champs d'application du design que je viens d'évoquer va se retrouver dans nos ateliers, puisque nous pouvons aussi bien proposer à nos élèves un atelier de sérigraphie à l'École supérieure des beaux-arts qu'un atelier de design d'objets qui pourrait être centré par exemple sur la confection d'un luminaire avec des contraintes particulières de matériaux, de LED. Mais on peut, et nous leur avons déjà proposé aussi, des ateliers avec un cahier de charges précis qui se rapproche beaucoup du travail d'un designer professionnel. Par exemple, créer un stand de Skoda pour le Tour de France, avec tout un cahier des charges, des contraintes temporelles assez précises, etc. Mais il y a également des ateliers thématiques qui sont extraordinairement ouverts. Par exemple, un atelier thématique sur l'eau, avec comme thème exposer l'eau, ce qui suppose tout un travail de veille documentaire, d'information, et ensuite une grande ouverture, puisqu'on peut traiter cette question de l'eau à partir d'un projet muséal, mais aussi à partir d'inventions graphiques qui vont explorer l'imagination matérielle de l'eau, etc., etc. Dernier exemple, enfin, pour vous montrer toute l'ouverture des champs créatifs que nous parcourons dans un atelier, nous avons proposé il y a quelques années un atelier sur le thème de la disparition de la nuit. Alors, vous voyez que si on en est resté au design d'objets, on peut se demander quel peut bien être le lien entre cette thématique de la disparition de la nuit et puis ce qu'on appelle le design d'objets. Là, on a vraiment l'hypothèse la plus ouverte du design, qui est une des disciplines actuelles du design, qu'on peut appeler le design fiction. La disparition de la nuit, c'est quelque chose qui est à la fois la conséquence de l'urbanisation croissante du monde dans lequel nous vivons, du développement généralisé de l'électricité, de la rationalisation du temps. À partir de là, les étudiants sont libres de développer un projet dans la direction qu'ils souhaitent. Ça peut être un projet éditorial, ça peut être la construction, la rédaction d'un projet dystopique. Donc c'est vraiment un travail d'imagination et de création extrêmement ouvert qui ne débouche pas du tout nécessairement sur la production d'un objet ou même sur la production d'un travail qui serait finalisé. C'est vraiment donc quelque chose qui ouvre à la créativité dans son caractère
vraiment le plus large possible. Dans ces ateliers, ce qui est intéressant de noter également, c'est que nous favorisons, mais c'est l'esprit de la CPGE de Nîmes, un travail en groupe, puisque nous pensons que c'est la dynamique de groupe qui va permettre ensuite de réaliser par ailleurs des projets personnels dans lesquels c'est des individualités qui vont s'exprimer. Mais donc il y a une dynamique de groupe qui est très forte. Dans les ateliers, ils travaillent souvent en groupe de 2 ou de 3, mais c'est le collectif aussi qui, durant une semaine, va porter tout le projet de l'atelier. Alors, cette extension du champ actuel du design, je dirais, explique aussi la formation que nous dispensons à nos étudiants et explique aussi le profil des étudiants que nous recrutons. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ces aspects-là maintenant. Comme l'a bien montré et souligné mon collègue, nous avons vraiment une formation qui est très équilibrée et qui se retrouve d'ailleurs dans les épreuves du concours entre un pôle culturel et qui est constitué par les cours d'histoire de l'art et les cours de philosophie. Je rappelle qu'il y a 4 heures hebdomadaires de ces disciplines. Et un autre pôle qui est celui des pratiques créatrices, bon, qui va englober bien sûr tout ce que je viens de dire sur le design, sur les ateliers de design, mais également l'apprentissage des fondamentaux du dessin, du design graphique, du croquis, de l'illustration, etc. Et donc on a une formation qui est très équilibrée, qui se retrouve dans les épreuves du concours, puisque si je prends simplement les épreuves écrites, on a moitié-moitié, si vous voulez, 2 épreuves dissertatives, une d'histoire de l'art et une de philosophie en 4 heures, et puis une épreuve de technodesign. Le technodesign a à peu près le même coefficient que les 2 épreuves additionnées, mais vous voyez donc qu'il y a un équilibre dans la formation entre culture et pratique éducative. Pratique créative, pardon. C'est ce qui explique le recrutement de la prépa, qui est là aussi un recrutement un peu atypique, puisque lorsque sur Parcoursup, consulter à la fois bien sûr le niveau du dossier scolaire, les appréciations, et c'est un niveau élevé qui est demandé notamment dans la maîtrise des pratiques dissertatives. Du coup, on regardera de près ce qui s'est fait en lettres, en philosophie, dans ce domaine. Mais nous recrutons également en fonction d'un dossier que vous pouvez envoyer et qui va présenter des créations, ça peut être des créations graphiques, en matière de photographie. Donc il y a un choix très libre de production artistiques qui ont été faites, ou de production en design qui ont été faites par les candidats. Et donc là aussi, on va évaluer très globalement un profil qui est à la fois un profil solide d'un point de vue culturel et dissertatif, et un profil intéressant aussi du point de vue créatif. Voilà pourquoi on recrutera à la fois des élèves de STD2A et des élèves de baccalauréat général. Il y a donc en général dans la première année une assez grande hétérogénéité de nos classes, et l'une des fonctions de la première année, aussi bien en dessin justement qu'en philosophie, c'est d'arriver à une certaine mise à niveau, ou en tout cas une certaine homogénéisation du niveau de la prépa, pour progresser ensuite tous ensemble. Ça, c'est le sens de la première année. La deuxième année, c'est vraiment la préparation du concours, et aussi c'est un travail très soutenu pour préparer un projet personnel qui va se traduire par un portfolio et qui permettra ensuite de candidater aux différentes écoles. Et là encore, la spécificité de la classe préparatoire de Nîmes, c'est de faire un travail de suivi très 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 individualisé en co-animation entre les professeurs de design et les professeurs de philosophie. Ce qui fait que le projet personnel est aussi accompagné d'une réflexion et d'un travail sur la créativité, dans lequel il y a vraiment un suivi
très très individualisée de chacun de nos étudiants. Comme dans toutes les classes préparatoires, puisque j'évoque ici un petit peu le profil que nous attendons finalement des étudiants, mon collègue l'a dit, il faut donc un très bon niveau scolaire général. J'ajouterai une grande maturité affective et une grande motivation, parce que la classe préparatoire, c'est beaucoup de travail, c'est une charge horaire qui est lourde, presque 35 heures par semaine à peu près pour nos étudiants. Ce sont aussi des interrogations orales régulières, ce qu'on appelle l'école, dans les différents domaines, design, philosophie, histoire de l'art. Et c'est donc une formation qui va permettre en général un saut qualitatif, des progrès considérables pour nos étudiants, mais le prix à payer, c'est qu'il faut être très motivé et être prêt et disponible pour fournir un très gros effort pendant ces 2 années. Alors, pour conclure, peut-être, je rappellerai ce qui fait un petit peu la spécificité des classes préparatoires, en règle générale, et puis en revenant peut-être sur un ou deux points de la spécificité de la classe préparatoire art et design. La spécificité par rapport, c'est une question qui nous est souvent posée par rapport aux autres écoles post-bac, et en particulier par rapport aux écoles d'art qui préparent aussi au concours qui sont ceux de l'ENSAD ou ceux de l'ENSI par exemple. Notre spécificité, c'est la gratuité, puisque nous sélectionnons les dossiers simplement du point de vue de leur excellence, et que c'est la qualité du dossier scolaire qui va permettre une formation qui est une formation gratuite. Ça, c'est le premier point qui me semble essentiel. Le second point, c'est la reconnaissance du parcours de nos étudiants par l'université, ce qu'évoquait mon collègue, à savoir l'obtention d'équivalence, de crédits. C'est essentiel parce que ça signifie qu'on ne perd jamais son temps en faisant une classe préparatoire, même si on ne parvient pas à obtenir le concours de l'école normale supérieure, on va arriver en L3 avec les 120 crédits qu'on aurait eu si on était passé par l'université, mais on va y arriver en général avec un degré de maîtrise des méthodes de travail et un degré de culture qui va favoriser extrêmement la réussite ensuite dans les carrières professionnelles ou dans les concours. Enfin, dernier point, spécificité de la préparation de l'ENS Paris-Saclay, c'est que nous avons donc déjà eu 2 admis à l'école normale supérieure de Paris-Saclay en art et design. Un élève normalien, il faut le savoir, va toucher durant 4 ans un salaire brut d'environ 1 550 € pour poursuivre ses études du master jusqu'à l'agrégation. Et donc c'est quand même une chance considérable, non seulement de bénéficier d'un cadre de formation très élevé pour le master et l'agrégation à l'ENS Saclay, mais en plus de pouvoir financièrement financer ses études dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors, ce qui fait, pour conclure, la spécificité de cette classe préparatoire par opposition ou par différence, disons, avec les autres classes préparatoires, c'est le fait que il y a à la fois effectivement ce travail scolaire de préparation du concours, cette grande demande du point de vue de la culture, de la maîtrise dissertative, mais il y a cette ouverture créative qui est très forte, qui fait que c'est donc quelque chose de très atypique, et d'où les profils aussi assez atypiques des élèves que nous recherchons. Je vous donne une dernière information pour terminer cette présentation, c'est que, outre les références que vous a donné mon collègue Frédéric Siard, vous avez la présentation détaillée du programme et des horaires de la classe préparatoire Arts et Design dans le bulletin officiel numéro 28 du 11 juillet 2013. Donc, BO numéro 28 du 11 juillet 2013.
Là, vous aurez tout le détail sur les horaires, les 2 années, l'ENS, les attendus, les programmes, etc. Voilà, donc j'ai terminé l'essentiel de la présentation que je voulais vous faire un petit peu de cette prépa arts et design de Nîmes.